Cet homme que vous voyez là, c'est l'un des artistes les plus influents du XXe siècle. L'artiste préféré de vos artistes préférés. Un jeune japonais, sur le point de prouver que même les plus grands réalisateurs américains avaient tous tort. Un homme tout à fait ordinaire, qui s'apprête pourtant à changer le monde. Rien que ça. Aujourd'hui, la culture japonaise est partout. Tout le monde a déjà entendu parler de Dragon Ball Z, One Piece ou Naruto. Regarder des animés, acheter des mangas ou lire des scans, c'est devenu très commun. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Des dessins très violents. Une œuvre a rendu tout ça possible. Une œuvre vieille de 40 ans, qui a redéfini tous les standards de son époque. Une œuvre monumentale, qui fascine et terrifie à la fois. Cette œuvre n'a pas seulement ouvert la voie, elle a littéralement tout cassé sur son passage. Neo Tokyo is about to explode. Je me souviens encore du jour où j'ai vu cette affiche sur le mur d'un cinéma. Ce personnage de dos face à une moto rouge ultra badass. Cette image dégageait tellement de liberté, d'indépendance, de rébellion. Et j'ai pas pu résister. Je suis allé voir le film, et là, claque monumentale. Donc j'ai commencé à creuser. J'ai regardé des tonnes d'analyses, écouté des interviews, lu plein d'articles sur la réalisation, et là, deuxième claque monumentale. Et maintenant, je vous partage tout ça en vidéo. Aujourd'hui, on part en voyage, à la découverte de cette œuvre et de son créateur. On fait un saut dans le temps en direction le Japon des années 80. Un Japon en pleine transformation, où les néons illuminent des villes tentaculaires et où la modernité côtoie la tradition. Aujourd'hui dans le Playground, on plonge ensemble dans l'univers d'un des plus grands films d'animation jamais réalisés. Une œuvre qui a bouleversé l'industrie et gravé son nom à jamais dans la culture mondiale. Un chef-d'œuvre intemporel de fou malade. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Akira. Notre histoire commence dans un Japon encore marqué par les événements de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez grandir dans les années 50, dans cet environnement où les traces du conflit sont encore partout. Des bâtiments en ruine, des adultes qui parlent des horreurs qu'ils ont vécues, même les films traduisent cette angoisse collective. Mais pour vous, tout cela semble lointain, presque irréel. Vous vivez dans un Japon qui se transforme à une vitesse folle, un Japon qui évolue, où les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans la vie de tous les jours. On est dans les années 60 et c'est le début du miracle économique japonais. Les ruines disparaissent peu à peu, remplacées par des immeubles modernes. Et les usines tournent à plein régime. Des marques comme Sony, Toyota deviennent connues dans le monde entier. Ces années voient l'essor du manga, qui se popularise notamment grâce aux magazines de prépublication. Des magazines hebdomadaires d'environ 500 pages, qui contiennent plusieurs chapitres des mangas en cours. Pour les éditeurs japonais à cette époque, c'est un business méga juteux. On parle de magazines qui se vendent à plusieurs millions d'exemplaires chaque semaine. On pense bien évidemment au Shonen Jump aujourd'hui, mais à l'époque ces magazines étaient déjà ultra populaires, parce qu'ils parlaient à tout le monde. Face à l'immense succès des mangas, certaines de ces histoires arrivent même à la télévision, qui permet de diffuser massivement les séries animées et de toucher un public encore plus large. Des génies comme Osamu Tezuka révolutionnent le genre et participent à l'essor de l'animation japonaise. C'est le début d'un véritable phénomène culturel qui s'apprête à déferler sur le reste du monde. Fasciné par ces histoires, un enfant du nom de Katsuhiro Otomo développe très tôt une passion pour le dessin, le cinéma et plus particulièrement la science-fiction. Il grandit dans un petit village au nord-est du Japon, dans la préfecture de Miyagi, et le seul moyen pour lui d'aller au cinéma, c'est de grimper dans un train pendant 3 heures, où il en profite pour dessiner. On est en 1973, et Katsuhiro Otomo décide de tenter sa chance pour réaliser son rêve en s'installant à Tokyo. Il a alors 19 ans. Peu célèbre à ses débuts, il est pourtant suivi par un grand nombre d'amateurs qui apprécient la qualité de son travail, notamment car il va à contre-courant du style de l'époque. Un style qui a été popularisé par un nom que vous avez déjà entendu dans cette vidéo, Osamu Tezuka. Le style de Tezuka est un peu enfantin parce qu'il s'inspire des Silly Symphonies de Disney. Lui, ce qu'il aime, c'est les films américains de la fin des années 60.
Des films violents, mettant en scène des individus refusant de se soumettre à la société. Des héros non conformistes victimes d'un système cruel. Ces personnages sont sombres, torturés et rebelles. Et tout ça, ça parle beaucoup aux jeunes générations de Japonais, qui, pour la plupart, ont beaucoup de mal à se faire une place dans cette société. À l'image de ces gangs de Bosozoku, ces jeunes Japonais rebelles qui défient l'autorité et la société. Tous ces éléments mis bout à bout inspirent énormément Katsuhiro Otomo. Et toutes ces inspirations, tout ce travail, toutes ces influences convergent vers le début des années 80. Otomo ne le sait pas encore, mais presque 10 ans après son installation dans la capitale pour poursuivre son rêve, il s'apprête à publier en décembre 1982 un des piliers de la science-fiction mondiale. Un chef-d'œuvre de 38 tomes qui l'achèvera en 1990 et qui allait devenir bien plus qu'un simple manga. Akira propulse Katsuhiro Otomo au rang de légende incontestée dans la société japonaise. Le manga se vend par palette, c'est un énorme succès. Les Japonais l'adorent parce qu'il est différent des autres. Il réinvente complètement le genre. Depuis Osamu Tezuka, on n'avait jamais rien vu d'aussi neuf. C'est violent, c'est cru, et ça prend pas de pincettes. Mais surtout, c'est le début d'un genre. Un genre que vous connaissez peut-être ? Akira est l'un des premiers mangas à s'imposer dans le genre du cyberpunk. Alors le cyberpunk, c'est quoi ? Le cyberpunk, c'est un genre de science-fiction qui imagine des mondes où la technologie a pris le dessus sur la société, mais où cette technologie ne sauve pas l'humanité. Non, justement, elle l'oppresse. Neo-Tokyo, la ville dans Akira, incarne parfaitement cette esthétique. Avec ses gratte-ciels vertigineux, ses néons omniprésents et ses habitants désillusionnés. Le cyberpunk, c'est fascinant, parce que c'est une vision du futur à la fois complètement absurde, mais terriblement crédible. Le cyberpunk a donné naissance à plein de genres différents. Le dieselpunk, l'atompunk, le raypunk, le dieselpunk, peut-être j'ai déjà dit, le steampunk. Les jeux Fallout sont un excellent exemple d'atompunk. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. D'un point de vue œuvre cyberpunk, il y en a pour tous les goûts. Le bouquin Neuromancien, les films comme Le 5e élément ou Blade Runner, l'animé et film Ghost in the Shell, et plus récemment le jeu Cyberpunk 2077 avec son adaptation en animé Edge Runners. Que de la folie, vous pouvez y aller les yeux fermés. Faites-moi confiance. Cette fois, vous attaquez le marché avec une BD japonaise. Akira au Japon se vend à plusieurs millions d'exemplaires, ce qui est assez considérable. Et donc cette BD nous a plu et nous avons décidé de la traduire en français. Akira est la première série de mangas à être publiée en France. Et tout ça, c'est grâce à Jacques Glénat. Au début des années 80, il prend un billet d'avion pour le Japon, histoire d'y présenter les bandes dessinées européennes du moment. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Je suis revenu dans mes valises mes bouquins dont ils n'avaient pas voulu, plus ceux qu'ils m'avaient gentiment proposés. Des personnes que je rencontre aujourd'hui me disent mais Jacques Glénat avec Akira, vous avez changé ma vie, j'ai découvert un monde, c'était formidable, etc. Et pourtant, à l'époque, ils n'étaient pas nombreux à se presser pour les acheter, puisqu'on avait, à la façon japonaise, fait une édition plutôt pour les kiosques. Franchement, on a pris un bide total, quoi. L'arrivée du manga en France n'est pas si simple. Elle est même plutôt controversée. Un manga que l'on pourrait traduire par image irresponsable. Utilisation d'onomatopées dans les dialogues, violence évidente quant au dessin réaliste. Je constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Mais pour nous, ça ne s'arrête pas là. Heureusement. Peu à peu, le manga gagne du terrain dans les librairies françaises. Mais c'est véritablement l'animation japonaise qui va propulser le genre. Et plus précisément, un film d'animation en particulier. En 1988, une véritable bombe est sur le point d'exploser au Japon. Un coup de génie du maître. Katsuhiro Otomo prend une décision audacieuse. Adapter son manga Akira en film d'animation. Ce film est un pari très risqué, parce qu'il va coûter 1 milliard de yens, soit presque 10 millions de dollars. C'est ultra ambitieux, un nouveau record pour un film d'animation au Japon. Un film qui va d'ailleurs être distribué par Toho, l'une des plus grandes maisons de production japonaises. Akira débarque dans les salles de cinéma nippones le 16 juillet 1988 et emporte tout sur son passage. Au Japon, le film devient immédiatement un phénomène, mais les recettes du film ne couvrent pas son budget. Et là, c'est un problème pour la Toho, qui est vite résolu. Ils croient en leur film et ils croient à son potentiel à l'international. Ils décident donc de se rendre aux États-Unis pour trouver un distributeur et rencontrent Steven Spielberg et George Lucas.
qui refusent catégoriquement d'investir un seul centime dans ce film. Selon eux, Akira n'est pas adapté au marché occidental. Et ils vont sacrément le regretter parce qu'il n'aurait pas pu être plus dans l'erreur. Streamline Pictures rentre en scène et décide de distribuer le film aux US. Et là, c'est un énorme succès. Pas seulement aux US, mais dans le monde entier. Akira rapporte beaucoup d'argent. Rien qu'aux US, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais surtout, il met une claque à tout l'Occident. L'impact d'Akira sur la culture pop est tout simplement monumental. En Occident, avant Akira, très peu de gens connaissaient le manga ou l'animation japonaise. La plupart imaginaient encore des dessins animés pour les enfants. Et puis Akira arrivait comme une bombe, explosant les attentes et ouvrant une porte vers une nouvelle forme d'expression artistique. Mature, violente et visuellement époustouflante. Et pour l'anecdote, Steven Spielberg va faire des références à Akira dans un de ses derniers films, Ready Player One, où on y voit la moto de Kaneda. Et on peut comprendre ce refus, surtout que le film est spécial. Pour être tout à fait honnête avec vous, la première fois que j'ai vu le film, je savais que j'avais vu un film de dingue, mais j'avais pas tout compris. Et pourtant l'histoire est simple, et si vous la connaissez pas, je vous l'explique rapidement. Akira se déroule en 2019, à Neo-Tokyo, une ville reconstruite après la 3e Guerre mondiale, minée par la corruption, la pauvreté et le crime. Kaneda et ses amis, membres d'un gang de motards, passent leur temps à faire des courses, à se battre et à sécher les cours de leur orphelinat. Un jour, Tetsuo, l'un d'eux, est gravement blessé lors d'une altercation avec un gang rival. Et au lieu d'être soigné, il est capturé par le gouvernement pour servir de cobaye dans un projet secret. Les expériences réveillent en Tetsuo des pouvoirs terrifiants, le transformant peu à peu en une menace incontrôlable pour la ville. Une véritable course contre la montre s'engage entre le gouvernement, un groupe révolutionnaire et le gang de Kaneda pour stopper Tetsuo avant qu'il ne soit trop tard. Et rien que de vous lire le synopsis, j'ai envie de revoir le film et de relire le manga. Otomo s'est vraiment investi à fond pour faire une pépite, et c'est ce qu'il a fait. Sur le plan technique, c'est vraiment une masterclass. Otomo a tout donné, il était partout. Réalisateur, co-scénariste, il a également bossé sur le character design et même réalisé lui-même le storyboard des 783 scènes du film. Et c'est par la suite une équipe de 70 personnes qui vont l'aider à animer tout ça. Avant Akira, l'animation japonaise était déjà riche et variée, mais elle était souvent perçue comme un divertissement simple, aux moyens techniques limités. La plupart des studios utilisaient des techniques d'animation très cadrées, avec un nombre d'images relativement faible pour minimiser les coûts. Les couleurs étaient souvent limitées à des palettes basiques, et les mouvements des personnages étaient souvent rigides et répétitifs. Mais ça c'était avant. Akira est d'une fluidité sans pareil. Et c'est grâce à Otomo, qui insiste pour que le film soit animé au format 70 mm, au lieu du 35 mm. Qui offre une richesse visuelle et sonore inégalée. Mais surtout, Otomo insiste pour que le film soit sur une fréquence de 24 images par seconde, voire plus pour certaines scènes d'action. 24 images par seconde. Vous vous rendez compte du nombre de dessins que ça nécessite pour un film de plus de 2 heures ? Je pense pas. Je pense vraiment pas que vous vous rendiez compte. J'ai fait le calcul et ça fait 160 000 images. 160 000 celluloïdes, des feuilles de dessin transparentes, qui ont été utilisées pour ce film, soit à peu près 1000 fois plus qu'un animé conventionnel. Plus de 327 couleurs différentes, dont 50 créées spécialement pour l'événement. Une en particulier est devenue légendaire dans l'industrie, le rouge Akira, ce rouge profond qu'on voit sur la moto de Kaneda et qui est devenu emblématique entre-temps. Est-ce que vous vous rendez compte de ce taf de malade ? Le mec a redéfini complètement les standards de l'époque. D'habitude, dans l'animation, il y a plein de techniques pour réduire les coûts, comme les scènes avec des fonds statiques. Mais là, chaque plan est hyper captivant et dynamique. Il se passe toujours quelque chose à l'écran. Là, par exemple, c'est chiant. Et là, c'est intéressant. Là, c'est chiant. Là, c'est intéressant. Vous avez compris, quoi. Vous avez compris le truc. Otomo et ses équipes ont également fait preuve d'une ingéniosité dans la réalisation. Au lieu d'animer les personnages d'abord et de coller les voix après, comme d'habitude, ils ont fait l'inverse. Ils ont enregistré les dialogues avant et ensuite animé les personnages pour que ça colle parfaitement avec les voix. Résultat, les personnages sont ultra expressifs et ultra réalistes. Et on n'a même pas parlé de la musique. C'est un mélange tellement improbable d'influences japonaises et indonésiennes, et ça marche tellement bien. Les explosions, les lumières, les néons de Neo-Tokyo, tout est pensé dans le détail. Il y a même des plans où chaque fenêtre de chaque immeuble est peinte à la main. C'est abusé. Vraiment, c'est abusé. Le travail fait sur ce film est hors du commun. Alors oui, le film n'est pas exempt de tout reproche, bien évidemment. Mais regardez-moi tous ces plans, cette lumière, cette couleur, ce mouvement. Et cette musique, honnêtement, ça marche plutôt bien. Franchement, ça marche super bien même. Akira, c'est bien plus qu'un simple manga devenu film culte.
C'est un monument qui a inspiré des artistes de tous les horizons et qui a ouvert la porte à quelque chose de beaucoup plus grand. Aujourd'hui encore, son influence est partout. Il suffit de regarder le phénomène du Akira Slide, ce dérapage iconique de Kaneda, repris dans des tas de films et séries. Même des réalisateurs d'aujourd'hui comme Jordan Peele en parlent avec enthousiasme. Regardez Kanye West dans son clip Stronger. Il reprend carrément, image pour image, des scènes d'Akira, avec ces moments où il est allongé, connecté à des machines, tout comme Tetsuo. Et Michael Jackson dans Scream. Même s'il s'inspire plus de l'esthétique futuriste à la Blade Runner, on retrouve cette ambiance de dystopie technologique similaire à celle d'Akira. On voit même un passage de Akira dans le clip. Et puis Matrix, c'est le meilleur exemple. Les frères Wachowski citent souvent Akira comme l'une de leurs plus grandes influences, avec ses décors urbains dystopiques et ses pouvoirs psychiques et incontrôlables. On retrouve le même genre de rébellion contre un système oppressif. Même Cyberpunk 2077, le jeu vidéo, reprend plein de codes visuels et thématiques d'Akira. Les néons, la rébellion, la technologie envahissante, tout est là. Et là où Akira était carrément prophétique, c'est quand il a prédit les JO de 2020 à Tokyo, alors qu'on était en 1982. Au-delà de ses prédictions, ce qui fait sa force, ce sont les thématiques qui résonnent encore aujourd'hui. La technologie qui nous dépasse, la révolte de la jeunesse, la déshumanisation. Tout ça, c'est tellement actuel. Le film te force à te poser une tonne de questions en permanence sans jamais réellement y répondre. Est-ce que Kaneda est vraiment le héros de cette histoire ? Comment le pouvoir peut-il nous changer au point de nous faire perdre notre identité ? À quel point la science devient-elle une menace ? Et nous poser toutes ces questions, est-ce que c'est pas là justement la marque d'une œuvre intemporelle ? Une œuvre qui à chaque visionnage te fait réfléchir un peu plus. Akira, ce n'est pas juste un film, c'est une invitation à explorer, à te questionner encore et encore. Katsuhiro Otomo a non seulement repoussé les limites techniques et influencé toute une génération, mais il a aussi mis le doigt sur les problématiques qui résonnent encore aujourd'hui. Créer une œuvre intemporelle, c'est réussir à capter quelque chose d'essentiellement humain, quelque chose qui transcende les cultures et les époques, et qui parfois même traverse des continents. Et Akira, en 1988, comme en 2024, continue de parler à notre présent. Alors merci Monsieur Otomo pour ce chef-d'œuvre incroyable, et moi je vous dis à bientôt.